Bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui, nos quotidiens s'interrogent sur les conséquences de la crise sur le monde d'après. Une crise qui charrie avec elle autant de désespoir que de raisons de se réinventer et d'inventer un nouveau monde collectivement. On commence avec Le Monde qui, dans une série en 3 volets, est parti à la rencontre des jeunes confrontés aux multiples conséquences de la crise sanitaire due au Covid-19. À Paris comme en province et tous milieux sociaux confondus, les jeunes racontent leur incapacité à se projeter dans l'avenir. Un avenir bouché donc et des conditions de vie détériorées autant sur le plan matériel que sur le plan humain. Une perte de repères ressort de ces témoignages bouleversants. Athéis, en première année à la fac, a l'impression, je cite, d'être seul et infantilisé, de n'appartenir à rien. Baccalauréat, permis de conduire, stage, rentrée à l'université, soirée d'intégration, premier emploi ou encore vacances entre amis. Toutes les étapes initiatiques qui accompagnent d'ordinaire l'entrée dans l'âge adulte sont aujourd'hui brouillées, analyse la sociologue Monique Dagneau. En réponse à cette crise que nous traversons, Libération remet sur la table le revenu universel, une idée portée avec passion par Benoît Hamon, alors candidat socialiste à l'élection présidentielle. La proposition du candidat PS de 2017 menaçait, je cite, de connaître le même sort que lui, sombrer dans un trou noir. Mais avec la crise économique et sociale liée à la pandémie, elle fait son retour dans les aspirations des Français. Selon Alexandra Schwarzbro, si ce revenu existait aujourd'hui, on ne verrait pas les étudiants faire la queue à la soupe populaire et renoncer à tout rêve d'avenir. S'il existait, poursuit l'éditorialiste, beaucoup n'en seraient pas réduits à batailler pour survivre. Ils seraient en train de travailler sur des projets aptes à leur donner un horizon et surtout l'envie de se lever le matin. Pour Libération, cette crise sans précédent doit être une occasion d'expérimenter. Beaucoup ont compris qu'ils voulaient changer de mode de vie et donc de façon de travailler. C'est le moment, selon le quotidien de gauche, d'innover et d'esquisser un monde d'après qui ne soit surtout pas une copie conforme du monde d'avant. Parmi ces expérimentations, le télétravail quasi inexistant en France en mars dernier et qui s'est généralisé depuis. Au début, on a adoré, se souvient le Parisien, mais après l'euphorie des premières semaines, le télétravail a perdu de ses attraits, poursuit le Quotidien. Les sociologues et les syndicats ont rapidement alerté sur le risque d'isolement et de vulnérabilité des salariés. Par ailleurs, cette flexibilité a un coût estimé à 150 € par mois en moyenne. Si certaines entreprises dédommagent leurs employés, c'est encore loin d'être une évidence. Mais au-delà de cet aspect financier du télétravail, qu'en est-il du coût moral de cette pratique ? Selon une étude citée par le Parisien, 46% des salariés veulent retrouver des espaces de convivialité et 32% des espaces où l'on se sent faire partie d'un collectif. Le travail, c'est ça aussi, et ça n'a pas encore de prix. Dans le monde d'après, des paroles et des actes, voilà ce que les Français attendent, épuisés par une année de restrictions. Le Figaro revient sur la promesse non tenue par Olivier Véran le 25 juin dernier, qui annonçait que 12 000 lits de réanimation seraient mobilisables en cas de nouvelle vague épidémique. Mais comme le déplore Yves Tréhard dans son édito, 7 mois ont passé, le coronavirus court toujours, mais la déclaration du ministre de la Santé est restée lettre morte. Si, comme avait ironisé Jean Castex, il ne suffit pas d'acheter des lits chez Ikea pour ouvrir des places en réanimation, la principale difficulté étant la formation de personnel compétent, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, regrette qu'on n'ait pas été plus réactif pendant l'accalmie de l'épidémie cet été. On aurait pu quand même, je cite, entre juin et octobre, former des soignants aux gestes de réanimation, des retraités ou des personnels d'autres spécialités moins sollicités. Yves Tréhard, de son côté, déplore que lors du Ségur de la santé, les défaillances du système hospitalier aient été aussi peu abordées. La pandémie a pourtant montré, selon lui, qu'il était urgent d'agir aussi sur ce front. On se quitte avec le retour d'un indocile heureux, un chanteur qui, dans le monde d'avant, fut érigé en chef de file de la nouvelle chanson française. En tout cas, lui, c'est dans le monde de maintenant qu'il se sent bien. Je suis mieux à 50 ans qu'à 40 ans, confie Benabar aux Parisiens. Et d'après les critiques unanimes sur ce 9e album, son bien-être s'entend. Benabar attribue la qualité de ce nouvel opus à un travail d'équipe. Il y a eu un gros travail collectif qui a abouti à un album extrêmement personnel, confie le chanteur.
qui s'est accompagné pour la première fois d'un co-auteur. Benabar, qui reconnaît avoir traversé des moments compliqués, nous rappelle à travers cet album que toute crise, qu'elle soit personnelle et existentielle ou sanitaire et mondiale, nourrit toujours plus fort notre appétit de lien, notre besoin de l'autre. Bonne écoute et à demain.